Hey coucou, j'espère que vous allez bien. On est mardi 16 juin et je vais vous faire un petit book haul. Est-ce que c'est un book haul? Je ne suis pas sûre. Euh, Retour d'achat livresque et retour de bibliothèque. Voilà, pour être simple. J'ai pas fait des gros achats livresques. Je suis partie à Leclerc Occasion. J'ai pris que 2 livres. En fait, il y avait d'autres livres qui m'intéressaient, mais ils étaient à 8-9 € d'occasion. Et que quand t'as pas les moyens, et tu te contentes de ceux qui sont pas chers. Du coup, j'ai pris Leila Slimani, Regardez-nous danser à 1,49 € parce qu'en fait, c'est le tome 2 de Le Pays des Autres que j'ai lu. Alors, je j'ai plus trop de souvenirs. Quoi, je me souviens de certaines choses, mais en fait, la fin, je me rappelle pas par rapport à ce qui est marqué ici. Or, je crois que je l'ai vendu, donc je peux même pas me dire, je vais lire les 10 dernières pages pour essayer de me rappeler. Alors, c'est marqué Marc 1968. Marc, non, Maroc. Oh là là, on commence bien, dis donc. Alors, tandis que Mathilde s'occupait du foyer, Amine est parvenue à faire de son domaine aride une entreprise florissante. Ils appartiennent désormais à une bourgeoisie qui prospère, fait la fête et croit en des lendemains heureux. Mais le retour de leur fille Aïcha, partie étudier en France, fait voler en éclats le glacis d'apparence qui figeait cette famille. Le modèle d'émancipation qu'ils croyaient incarner depuis l'indépendance n'est-il qu'une illusion? Voilà. Alors, je me rappelle de Aïcha, je me rappelle d'Aïcha, je me rappelle qu'ils avaient deux filles. C'était pas 2 filles? Voilà, c'est pour dire, hein, quand même. Mais le fait que Mathilde se soit mariée avec un arabe, déjà, c'était pas bien vu. Donc, il y avait toute cette partie-là. Le fait qu'il vive au Maroc, que lui essaye d'avoir une exploitation et qu'en fait, c'était compliqué. Je me rappelle qu'il essayait de s'associer. Est-ce que je me trompe ou pas? J'avoue, je ne m'en souviens plus. Et qu'ils avaient eu des filles. Voilà. Et c'est à peu près tout ce que je me rappelle de l'histoire. Donc, je l'ai pris, je me suis dit, voilà, on a le côté historique qui m'intéresse. Parce que c'est vrai que le Maroc, je connais pas plus que ça. Moi, j'ai de la famille en Algérie, mais je connais encore moins, je crois. Hem, donc voilà, je pense que le côté historique m'intéresse par rapport à ça. Et puis, je savais même pas qu'il y avait une suite, en fait. Donc, on va y aller pour ça. Et j'ai pris Là où fleurissent les cendres de Nguyen Phan Mai. Désolée pour la prononciation. Qui était à 4,99 €. Sachant que ah non, ils ont mis le prix sur l'étiquette sur l'ancien prix. J'allais dire, ça doit être un livre à 20 € ça, au moins. Ah non, j'arrive pas. Parce que c'est une édition Charleston en plus, grand format. Donc à mon avis, ouais, on est facile dans les 20 €. Je le saurai quand j'aurai réussi à enlever l'étiquette prix. Mais en général, les livres que j'achète d'occasion, je sais pertinemment que je vais les revendre. Donc en général, je laisse l'étiquette prix pour le revendre au même prix. Souvent, c'est ce que je fais. Alors, concrètement, celui-là, si je le revends sur Vinted, je le mettrai à 1 € parce qu'avec les frais de port, si je le mets à 1,50 €, je l'ai payé 1,49 €. Je vais pas mettre 1,49 € sur Vinted, je trouve ça débile. Désolée pour ceux qui le font, mais je vois pas l'intérêt de mettre des prix en 99 ou 95 centimes. Fais des prix ronds, quoi. Donc si je devais le mettre à 1,50 € avec les frais de port, ça vaudrait pas le coup, donc je le mettrais certainement à 1 €. Après, il est en très, très bon état, hein. Juste là, on voit la pliure, de la tranche, mais le reste est super. Celui-là, il est comme neuf, on voit même pas de pliure. Du coup, là, on va dans le Vietnam. Au Vietnam, pardon, en 1969. Pareil, je pense que c'est le côté historique. Alors, sachant que je n'ai toujours pas fini Pachinko, que j'ai remis en pause pour la deuxième fois, j'ai beaucoup de mal. En fait, c'est pas l'histoire qui est intéressante, c'est que je m'intéresse pas, en fait, aux personnages. Je trouve, l'histoire très longue. Alors, on est d'accord que c'est sur une période plus ou moins longue, puisqu'on suit, l'héroïne Sérine quand elle a peut-être, 15-16 ans. Là, elle a eu 2 enfants, elle s'est mariée, elle a perdu son mari. Donc il y a au moins 10 ans qui se sont passés, voire ouais, peut-être même plus, non, une dizaine d'années, je pense. Mais je trouve ça long parce que je m'intéresse pas aux personnages, en fait. Je les trouve pas, voilà, ils m'attirent pas. Donc je vais lire, c'est vraiment que pour l'histoire, Corée, Japon, Chine. Du coup, j'y retourne pas trop. Donc je l'ai encore mis en pause, donc j'espère que celui-là sera plus intéressant. Pourtant Pachinko, il a une bonne cote, hein. Celui-là, je ne sais plus. J'avais entendu des retours mitigés, mais après,
Les retours mitigés que j'ai entendus, c'est des personnes qui lisent pas forcément ce style-là à la base. Donc ceci explique peut-être cela, je sais pas. Donc là, on est au Vietnam en 1969. Le grondement des hélicoptères qui percent le silence des rizières, les déluges de coups de feu dans les villages voisins. À chaque fois que la guerre s'approche un peu plus de sa maison dans la province de Pyongyang, la terreur envahit la jeune Trang. Ah ça va me perturber de dire Trang. Trang. C'est moi, il faut pas s'inquiéter. Aussi, quand elle apprend qu'une vie meilleure attend les jolies filles à Saigon, où elles peuvent facilement gagner de l'argent et aider leur famille à rester à la campagne, elle n'hésite pas longtemps avant de rejoindre la grande ville. Bon, là, tu te doutes que jolie fille, gagner de l'argent facilement, elle ne va pas servir que des bières, hein. Mais très vite, Trang découvre que les horreurs de la guerre ne se limitent pas au feu des bombardements et que la propriétaire du Hollywood Bar, où elle a trouvé un emploi, attend d'elle bien plus que de boire du thé avec les GI américains. Portée par une plume poétique, une fresque historique inspirée de l'histoire déchirante des poussières de vie, les enfants métis nés pendant la guerre du Vietnam. Voilà. Je ne sais pas quand je vais le lire. J'avoue. J'avoue, je ne sais pas quand je vais le lire. Sinon, bibliothèque. Là, je me suis un peu lâchée, je ne sais pas pourquoi, sachant que j'ai une palle gigantesque et que j'ai commencé plusieurs livres, hein. J'ai pris Écouter la pluie d'Olivia Ruiz. J'avais beaucoup aimé La commode au tiroir coloré. C'est ça le titre? Et évidemment, je prends là, c'est pas là que ça va être écrit. La commode au tiroir de couleur. J'étais pas très loin, j'avais beaucoup aimé. La plume n'est pas transcendante dans le sens où c'est pas une plume super travaillée, c'est une plume légère, comme moi je trouve ça légère. Elle est légère et en même temps les histoires, elles sont pas du tout légères. Parce que là, on va suivre Carmen. Alors on commence, je pense que ça correspond à peu près à la fin de l'autre. C'est une suite, hein. Ça se lit séparément à mon sens, hein. Mais dans la commode au tiroir de couleur, donc on suit des sœurs et une qui a une fille qui va accoucher d'un enfant, mais qui ne elle va mourir en couche. Et en fait, là, on commence justement avec ça, donc à Marseillette, hein. Et il est il est même pas 11h, hein. Compliqué. 1977, dans le café qui l'accueille, étouffée puis révélée, Carmen pleure sa nièce chérie. À plus de 40 ans, elle se rappelle les personnages qui ont changé sa vie. Ceux qui l'ont fait plonger, l'ont remise dans le droit chemin. Ceux qui ont su percer ses failles et écouter ses désirs. Sans oublier ses sœurs, dont elle partage les stigmates de l'exil, mais refuse de suivre la route. Parce qu'après tant d'épreuves, Carmen aussi veut s'inventer un destin. D'une hacienda près de Tolède à la prison madrilène de Ventas, où le franquisme fait rage, en passant par un paquebot transatlantique, Olivia Ruiz nous embarque dans les tourments d'une histoire qui s'entremêle à la grande où l'amour triomphe de la violence. Un nouveau roman chavirant. Ouais, alors le paquebot transatlantique, j'étais en train de chercher, en fait je l'ai lu dimanche, je l'ai lu dans la journée. Ça se lit très très vite, hein, il fait moins de 200 pages. J'y étais plus là avec le paquebot. En fait, le paquebot, ça concerne pas directement Carmen, ça concerne un autre personnage. Donc on suit Carmen, effectivement, quand elle est adulte. On repart pas par rapport à l'histoire, on en parle, mais on part pas de ça. Alors que dans le tiroir, dans la commode au tiroir de couleur, on parle vraiment de toute cette, de tout l'exil, en fait, des parents qui, font partir leurs filles pour la France, pour les protéger. On est beaucoup plus là. Alors que là, on en parle, mais sans plus. En fait, l'histoire de Carmen est moins, comment dire ça? Est moins reliée à cet exil-là parce qu'elle était petite, qu'elle a des souvenirs de ses parents, mais l'exil, elle ne l'a pas vécu de la même manière que l'aîné, par exemple, forcément. L'âge fait que les souvenirs sont différents. Donc elle en parle, mais voilà, elle a l'impression de se retrouver étouffée par rapport à ses sœurs. Elle travaille dans ce café jusqu'à ce qu'elle rencontre en fait un torero, donc qui va l'embarquer avec elle. Elle est consentante, hein, je précise. Il va se passer des choses effectivement, comme c'est marqué derrière, elle va se retrouver en prison, elle va revenir. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé, pour l'avoir lu en une journée, c'est qu'il se lit vite. C'est quand même une belle histoire derrière, il y a quand même du positif malgré, tout ce qu'elle a pu vivre de négatif. Parce que mine de rien, quand tu es en prison, c'est pas folichon, surtout quand tu y es et que ce n'est pas de ta faute, c'est pas facile à vivre non plus. Plus, bah, ce qui se passe en prison, il y a aussi, on y parle de drogue, on y parle d'amour, on y parle de, grossesse tardive, on y parle de mort en couche. C'est juste évoqué, je veux dire, c'est pas le fond, de l'histoire, mais c'est là quand même, donc voilà.
Moi, j'ai beaucoup aimé. Du coup, il retourne à la bibliothèque demain. Parce que je pense que je vais y aller. Qu'est-ce que j'avais pris? J'avais pris aussi la Bresse Brigade, la Reine des Malouinières. Alors, pour le coup, si j'ai bien compris, c'est le tome 6. J'en ai lu aucun avant. Je pense que ça peut se lire en one shot aussi. Alors, j'ai pris parce que c'était Montmalo et que la Bresse Brigade, ayant des origines bretonnes, je me suis dit, allons-y. Saint-Malo, j'y suis allée une fois, hein, donc mes souvenirs sont un peu lointains. Mais c'est pas marqué. Les autres livres de Montmalo, je suis persuadée d'avoir lu un. Je suis persuadée d'avoir déjà lu Montmalo, hein, mais c'est pas du tout ça. Et là, Disco, Nuke, Ranak, voilà, c'était ça. Je sais pas, Kanak, je sais pas comment il faut le dire. Je l'ai commencé alors dimanche soir. Hier, j'ai pas du tout lu et j'en suis qu'à la page 17. Donc on peut pas dire si j'aime ou pas. Hein. Sachant qu'il y a quand même. Que je garde ma page. 3 pages pour expliquer qui sont les personnages. Autant dire que je n'ai pas tout retenu. Je me dis que en lisant l'histoire, je vais les retrouver, les personnages. Hein. L'histoire, c'est. Si j'ai lu pour l'autre. Rien ne va plus au manoir des Corrigans. Les comptes de la maison d'hôtes sont dans le rouge. La proposition d'un mystérieux et richissime investisseur arrive à point nommé. Il veut racheter la Malouinière, mais pour la transformer en complexe hôtelier de luxe. Les Corrigans sont unanimes, non, c'est non. Mais quand les propriétaires de 2 autres Malouinières sont assassinés juste après avoir reçu une offre semblable, Maggie, Louise et Enora commencent à craindre pour leur vie. Elles décident alors de réunir tous les propriétaires de Malouinière pour se concerter. Parmi eux se trouve une riche et séduisante sexagénaire, qui fut aussi la maîtresse de Constant, le premier mari de Maggie, et sans doute la dernière à l'avoir vu vivant. Bon, je pense qu'il va falloir que je cherche ce que c'est une malouinière, parce que j'avoue, j'en sais rien. Je me suis jamais posé la question. Voilà, je l'ai pris pour la Bretagne et pour Montmalo, parce que j'avais bien aimé le livre que j'avais lu, mais qui n'avait aucun rapport. Voilà, là, j'ai l'impression que c'est un petit peu un cosy murder. Alors, Kanak, c'était pas du tout un cosy. Hein. Un murder, oui, mais pas cosy. Donc, on va voir. J'ai pris, j'en suis où? J'ai pris aussi La passeuse de mots en roman graphique. Si je ne me trompe pas, j'en avais entendu parler en roman chez Steph de Piketty. Donc de ce conte Piketty Booking. L'histoire. À Helios, les mots ont un pouvoir, celui de créer, d'équilibrer ou de détruire le monde. Quand le chaos s'empare du royaume, les mots frémissent, s'impatientent, s'embrasent. Ils attendent leur prochaine passeuse de mots. C'est Aria, une jeune fille de la capitale, qui répond à l'appel de cette magie ancestrale. À elle de s'armer de courage, de se battre. Au fil de sa quête, elle rencontrera Kilian, Saren et Alric, le voleur masqué, le chevalier aguerri et le prince de l'immortalité. De l'écho de leurs âmes naîtra le limé, ce fil doux et singulier portant d'amour et d'espoir, cette promesse de cœur allié, ce qui nous lie. Voilà, donc en soi, j'aime bien les dessins. Je crois que c'est très bleu. Non, pas très bleu. C'est surtout noir et blanc. Avec des petites touches de couleur. Et ça fait 160 pages. Je me dis accessoirement peut-être que cet après-midi, je peux l'avoir lu pour le rendre demain aussi. Sachant que j'ai pas mal de choses à faire sur l'ordinateur. À voir. Mais ouais, je pense que cet après-midi, ce serait pas mal. Sous l'autre, je lis que 17 pages, donc c'est pas très, très grave. Et le dernier que j'ai pris à la bibliothèque, dans le cadre du prix des lecteurs, parce que c'est vrai que j'ai pas assez de livres, je me suis donc inscrite au prix des lecteurs, qui se déroule de mai à novembre dans la bibliothèque de ma ville. Et le thème, c'est le Japon et la Corée. D'où mon choix de faire partie du prix des lecteurs, parce que les livres que j'ai lus par rapport au Japon m'ont beaucoup plu. J'ai déjà lu un livre de leur sélection, Le magasin qui n'ouvre que les jours de pluie, un truc comme ça, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai emprunté pas là, mais la semaine d'avant, et j'ai lu dans la semaine, donc je l'aurais déjà rendu. Comme ça, j'ai rattrapé le retard, parce que ça fait normalement à peu près un livre par mois. J'ai donc pris Lettre d'amour de Kamakura de Ogawa Ito. Ok, pas mal gros. C'est une femme. Mais je parlais du livre, hein, en disant que c'était pas mal gros. N'est-ce pas? Et alors, zut. Oui, alors, presque 400 pages, parce que 300... Oui, 396, et on commence... Moi, j'aime bien regarder... Oh, il y a une carte, c'est mignon. C'est mignon. N'importe quoi. Je suis pas sûre
de m'en servir, mais oui, on commence à la page 7. Il n'y a pas trop de pages inutiles avant. Alors, dans sa petite papeterie de Kamakura, Atoko accueille toujours les clients avec une tasse de thé Ojisha, choisie pour eux. Aujourd'hui, son âme d'écrivain public, restée plusieurs années en sommeil, se réveille. Avec enthousiasme, elle reprend le pinceau pour répondre aux demandes de ceux qui viennent la voir. Atoko écoute chacun avec douceur, choisit avec attention l'encre, le papier, le pinceau et la calligraphie, car elle excelle dans l'art difficile d'écrire pour les autres. Elle rédige une lettre d'adieu d'une mère à sa fille, goûte au défuku d'un yakuza intello, calligraphie des lettres de désir ou d'espoir. Sa famille s'est agrandie et ses journées sont parfois tumultueuses, mais elle n'hésite pas à braver une tempête de neige pour remettre une lettre et à prendre la mer sur les traces d'un amour ardent et interdit. C'est un bonheur de retrouver Kamakura, les promenades dans les temples, où sont les camélias, ou sous les camélias, pardon, ou sous les camélias en fleurs, je vais y arriver, avec la bienveillance contagieuse de Hatoko et sa confiance dans le pouvoir des mots pour faire éclore en vous la grâce de vivre. Voilà, donc là on est sur du japonais, traduit par Sophie Bescon. Ah, je connais Andrea Bescon. Du coup, on repart. Il faut que j'arrête, hein, c'est un tic de langage. Celui d'avant, c'était coréen. Donc là, on part sur le Japon. Et moi, j'avais lu avec le café, là. Le café du temps. Je sais plus le titre. Si, t'as le café du temps retrouvé. Et t'as une suite. Donc j'en ai lu plusieurs. Et c'est ça qui fait que j'ai aimé, en fait, la littérature japonaise. Donc je suis très contente de lire celui-là. Elle l'avait en double, donc du coup, j'ai pris celui-là. J'hésitais entre deux livres, mais je me dis en même temps, je vais tous devoir les lire, donc on s'en fiche un peu. Mais celui-là étant en double, je l'ai pris, comme ça, si je le garde un chouïa plus longtemps, ça gênera pas trop, parce que je pense pas qu'on soit énormément à s'être inscrit au prix des lecteurs. C'est une petite ville. Voilà, donc on va essayer de lire celui-là cet après-midi. Celui-là est déjà lu. Et après celui-là, je lirai celui-là et je partirai peut-être dans mes lectures à moi. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si vous les avez déjà lus, si vous les avez aimés, et si vous avez des recommandations à faire, notamment sur la littérature asiatique, particulièrement japonaise. Le seul livre de Chine que j'ai lu, j'ai pas du tout aimé. Mais c'était style autobiographique, c'est peut-être pour ça que j'ai pas aimé. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Bonne lecture!